Un séisme à moins de 4 mois de l'élection présidentielle américaine. Joe Biden a jeté l'éponge dimanche soir et a endossé sa vice-présidente, Kamala Harris. Son retrait dimanche chamboule tout à moins d'un mois de la Convention nationale démocrate. Pour en parler avec moi, Mathieu Mabin, journaliste et correspondant de France 24 à Washington. Bonjour Mathieu. Depuis Bonjour. le 27 juin au moins, donc depuis le débat raté de Joe Biden face à Donald Trump, Joe Biden est poussé à se retirer, mais il avait affirmé publiquement plusieurs fois qu'il allait continuer et qu'il allait rester dans la course. Que s'est-il passé hier ou ce week-end? Eh bien, effectivement, depuis ce débat catastrophique sur CNN, sur lequel il est inutile de revenir, tant l'effet a été dévastateur sur les consciences démocrates, qu'il s'agisse d'ailleurs des cadres du Parti démocrate, mais plus préoccupant encore de l'opinion démocrate, c'est-à-dire l'électorat démocrate américain. Depuis cette date, effectivement, s'est engagé une forme de processus qui conduit à cet épilogue relativement attendu, si vous me le permettez, avec une série d'abord d'élus de la Chambre des représentants qui ont commencé par manifester leurs doutes, puis leur rejet tout simplement de la candidature de Joe Biden. Et puis de jour en jour et de semaine en semaine, ce sont des ténors toujours plus lourds du Parti démocrate. On pense évidemment à Nancy Pelosi, qui dans un premier temps avait renouvelé son soutien à Joe Biden dans les heures qui avaient suivi, encore une fois, ce débat catastrophique. Et puis elle avait tempéré son propos, invitant les cadres du parti à ouvrir un dialogue sur l'opportunité de cette candidature. Mais ce qui a définitivement mis un dernier clou dans le cercueil, si vous m'autorisez l'expression, de la candidature de Joe Biden, ce sont les déclarations de Barack Obama, rapportées par un grand journal américain qui disait qu'effectivement la situation n'était globalement plus tenable. Facteur aggravant, cette déclaration de Barack Obama est intervenue au beau milieu de cet événement majeur pour le Parti républicain, cette fois la Convention républicaine de Milwaukee, qui, elle, pour le coup, avait vraiment l'apparence d'un triomphe pour Donald C'était Trump, un donc le triomphe contraste ne au devenait. lendemain de sa tentative d'attentat. Donc on avait une convention nationale républicaine, un front uni autour de Donald Trump et de son colistier J.D. Vance. Est-ce qu'aujourd'hui, on va avoir on semble, depuis hier soir, on sent qu'il y a un front uni qui se dessine autour de la candidature de Kamala Harris, qui n'est pour l'instant pas encore officiellement la candidate démocrate. On a vu, c'est la plus grande journée de collecte de fonds, mais on a quand même Barack Obama et Nancy Pelosi, qui sont deux ténors, comme vous l'avez dit, qui n'ont pas encore officiellement soutenu la candidature de Kamala Harris. Comment peut-on Non, expliquer ça? effectivement, et cela fait l'objet de tous les questionnements ici à Washington, parmi les observateurs de la vie politique américaine. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Barack Obama, qui, je dirais, est égal à lui-même. Vous savez, il ne faut pas être totalement naïf. La relation entre Barack Obama et Joe Biden a été faite de contrastes au cours des années écoulées, y compris lorsque les deux hommes partageaient la Maison-Blanche, l'un évidemment comme président des États-Unis et l'autre comme vice-président pendant les 8 années pendant lesquelles Barack Obama a été le président des États-Unis. Souvenez-vous de la campagne de 2020. Joe Biden s'est imposé comme le candidat après une période de doute, il ne faut pas l'oublier. Sa candidature ne faisait pas l'unanimité déjà au sein du Parti démocrate et déjà pour les raisons que nous évoquons aujourd'hui, c'est-à-dire son âge d'ores et déjà avancé à l'époque. Barack Obama s'était engagé finalement à ses côtés très tardivement dans la campagne, quasiment dans les dernières semaines de la campagne, qui finalement l'ont conduit à l'emporter et à entrer dans le bureau ovale, cette fois en tant que président des États-Unis. Mais il y a effectivement entre les deux hommes tout un tas de non-dits, de dialogues secrets auxquels peut-être l'histoire aura accès un jour, mais sans aucune forme de certitude. Effectivement, si Barack Obama avait d'ores et déjà annoncé et souhaité la bienvenue à Kamala Harris, qui concrètement est la partenaire du quotidien de Joe Biden, cela consoliderait la candidature de Kamala Harris. Cela signifie que nous devons
néanmoins nous attendre, même si on va en parler, ça n'est pas une évidence, il faut nous attendre à voir quelques profils se présenter devant Kamala Harris, ne serait-ce que pour que cette nouvelle investiture du Parti démocrate gagne en crédibilité. Il ne faut pas, pour le Parti démocrate, que cela apparaisse comme la stratégie de Joe Biden qui seul nomme la candidate à l'élection présidentielle là, pour le Parti démocrate. Ça ne serait pas conforme à la tradition politique américaine. On parle des primaires rapides qu'ils essayent de faire avant la convention pour essayer d'avoir peut-être d'autres candidats, même si, en fait, on a beaucoup de personnes qui sont pressenties, des gouverneurs, le gouverneur de Californie, le gouverneur de Pennsylvanie, du Kentucky, qui ont soutenu, si je ne me trompe pas, le Californien et le gouverneur Andy Beshear du Kentucky, ils ont soutenu Kamala Harris. Donc, pour l'instant, on dirait que personne ne va se mettre face à elle pour éviter de diviser encore plus ce parti qui a l'air encore perdu. Effectivement, les personnalités que vous venez de citer, à l'exception du gouverneur de Californie qui ne peut pas concourir pour des raisons de règlement électoral, le gouverneur de Californie qui ne peut pas concourir aux côtés de Kamala Harris, puisqu'elle est elle-même originaire de Californie, à moins que par un jeu d'écriture, elle finisse par s'inscrire dans le district de Columbus, ce qui serait possible, mais il est déjà probablement trop tard. Effectivement, les personnalités que vous venez de nommer endorsent, pardon pour cet anglicisme, mais soutiennent Kamala Harris, mais pour une raison simple, c'est qu'il y a un poste de colistier à prendre désormais. Or, ces personnalités ont tout à fait le profil. On pense effectivement au gouverneur de Pennsylvanie, au gouverneur du Kentucky notamment, c'est-à-dire des hommes blancs. Vous savez, c'est comme ça que ça se passe ici aux États-Unis. On ose prononcer ces mots. Il est essentiel que sur l'affiche, on décèle la diversité américaine. Si la candidate est une femme noire, il est quasiment indispensable que le colistier soit un homme blanc. Il y a deux profils qui émergent effectivement et qui peuvent incarner cette Amérique un peu oubliée et qui feront campagne dans quelques États clés. On pense notamment à la Pennsylvanie, absolument indispensable, où Donald Trump fait un carton en ce moment, ne serait-ce que parce que la Pennsylvanie est le lieu où une tentative d'assassinat a eu lieu contre lui, laquelle tentative d'assassinat a considérablement gonflé sa cote ces derniers jours. Ça ne sera pas éternel. Je reviendrai sur les vice-candidats, mais je déjà peux m'arrêter sur la candidature de Kamala Harris. Donc, si je veux rappeler nos auditeurs que Kamala Harris, 59 ans déjà, donc plus jeune, moins âgée que Donald Trump et que Joe Biden. Elle a été procureure de Californie, sénatrice, deuxième sénatrice noire, vice-présidente, donc la première vice-présidente, la première femme vice-présidente, la première afro-américaine, la première d'origine asiatique à accéder à la vice-présidente. On pourrait dire en fait que c'est un peu la première comme Barack Obama a été le premier. Et donc, on n'arrive pas à comprendre pourquoi Barack Obama ne soutiendrait pas automatiquement une candidature comme ça. Même si la comparaison s'arrête là, c'est vrai que la tentation de comparer Kamala Harris à Barack Obama est grande. Elle inaugurerait effectivement une nouveauté. Elle sera à nouveau la première. Or, c'est vrai qu'avoir été la première est quand même le dénominateur commun du parcours professionnel et politique de Kamala Harris. Mais clairement, Kamala Harris n'est pas Barack Obama. La grande différence, c'est sa popularité. Barack Obama, debout sur une scène derrière un pupitre, emmène les foules. On s'en souvient, on se souvient de l'élection de 2008, bien entendu. Et on constate aujourd'hui la place que Barack Obama conserve dans le cœur des électeurs démocrates. C'est le président qui manque à l'Amérique. Et effectivement, chaque fois qu'il se prononce sur un sujet, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est relativement économe de ses avis, il emmène les foules démocrates. Sans une participation active de Barack Obama aujourd'hui, il sera difficile pour Kamala Harris de compenser sa dette de popularité, car elle est bien réelle. Il y a un facteur absolument essentiel qu'il faut souligner, c'est que Kamala Harris n'est pas extrêmement populaire dans le Parti démocrate, et elle ne l'est même pas dans sa propre communauté, c'est-à-dire la communauté afro-américaine. Il y a un mauvais souvenir chez les Afro-Américains de l'époque où elle était magistrate en Californie et où elle appliquait avec une extrême sévérité ce qu'on avait à l'époque appelé les lois Clinton, c'est-à-dire des lois
très répressive qui avait conduit de très nombreux adolescents, notamment afro-américains, en prison pour de longues années. Cela est très ancré dans la mémoire des afro-américains ici aux États-Unis. Or, on le sait d'expérience, il est très difficile de concourir sans le soutien de sa communauté ici. Mais est-ce que ce n'est pas, en tout cas aujourd'hui, face à un Trump et à un ticket, comme vous l'avez dit, qui n'est pas d'issue de la diversité, on a un ticket républicain homme blanc avec homme blanc. Oui. Aujourd'hui, le fait d'avoir Kamala Harris, issue de la diversité et surtout démocrate, est-ce que ça n'effacerait pas un peu ces vieilles histoires, parce que c'était quand même il y a des dizaines d'années qu'elle était procureure, et qu'au final, en tant que procureure, elle applique la loi? Oui, absolument. Même si la mémoire des électeurs est tenace, hein, vous seriez étonné de voir ce que la communauté afro-américaine dit de Kamala Harris aujourd'hui, ce qui n'a rien arrangé en réalité, c'est que Joe Biden ne lui a pas réellement fait la courte échelle au cours des 3 années et demie écoulées. Contrairement à ce qu'il avait pu formuler au tout début de son mandat, et évidemment durant la campagne de 2020, il n'a pas réellement préparé la génération qui devait lui succéder. Pourtant, c'était bien son discours en 2020. En imposant Kamala Harris, en réalité, il produisait un effet sur les consciences démocrates. C'était une affiche absolument parfaite, le vieil homme blanc à côté de la jeune femme afro-américaine brillante qu'elle incarnait à ce moment-là. Mais encore une fois, ce travail de relève n'a pas été fait et c'est probablement ce qui sera reproché dans l'histoire à Joe Biden. Tout dépend en réalité du résultat de l'élection du 5 novembre. Si c'est Kamala Harris qui l'emporte, il aura réalisé un coup absolument magistral. Ce qu'il faut souligner absolument, c'est que en réalité, la seule chance pour Kamala Harris d'accéder à la candidature ultime, la candidature suprême, c'était effectivement une manœuvre de ce genre. Si elle avait concouru dans des primaires démocrates, ses chances de l'emporter face à d'autres figures démocrates, des figures masculines ou non d'ailleurs, étaient bien plus maigres que le scénario qui se déroule sous nos yeux aujourd'hui. Comme dans les primaires en 2020, où elle a dû se retirer avant même les premiers votes. Donc vous pensez que le bilan de Kamala Harris en tant que vice-présidente, c'est plutôt un désavantage qu'un avantage? Elle ne pourra pas faire campagne sur son bilan. Elle pourra faire campagne sur le bilan de Joe Biden. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle a commencé à faire. En réalité, lorsqu'on la voyait enchaîner les meetings ces derniers jours, l'objectif était tout à fait clair. La probabilité pour que Joe Biden jette l'éponge était de plus en plus élevée. Et je dirais même que cette probabilité était décelable avant ce fameux débat sur CNN. Les fragilités montrées par Joe Biden n'avaient échappé absolument à personne, à l'exception peut-être du public. Ce débat de CNN n'a été qu'un révélateur, mais un révélateur de ce que le Parti démocrate savait déjà, et nous, les observateurs de la vie politique américaine également. Oui, effectivement, la candidature de Kamala Harris aujourd'hui n'est pas extrêmement solide. Si elle devait être validée par le Parti démocrate, ce qui va nécessairement intervenir avant le 19 août prochain, c'est-à-dire la date des conventions démocrates à Chicago, si elle devait être validée par le Parti démocrate, alors on verrait un appareil démocrate parfaitement rodé, parfaitement huilé, qui ressemble à l'administration Biden, se mettre en route pour construire cette popularité, consolider cette popularité et créer tardivement la légende de Kamala Harris, puisque concrètement, ce travail n'a pas été fait, encore une fois, pendant les 3 années et demie de sa présence à la Maison-Blanche. Et je dirais même que sa présence a pu être contre-productive, puisqu'elle a systématiquement été placée en situation d'échec. Le seul gros dossier qui lui a été confié, le dossier de l'immigration, la situation relativement catastrophique à la frontière sud des États-Unis, notamment au Texas, avec ces vagues migratoires que les États-Unis ne parviennent pas à contenir ou à normaliser, elle s'est trouvée en situation d'échec. Seul dossier qu'elle a réellement mené. Je passe sur les épisodes de politique étrangère. Nous avons vu les vidéos déjà dès hier soir, les clips de campagne soutenus par les Républicains, où ils parlent de la politique de Kamala Harris, où il y a plus d'immigrants illégaux qu'avant. Évidemment, ce sont des clips de propagande et c'est le jeu aussi politique. Mais la question aujourd'hui, on a passé des mois, en tout cas vu de l'étranger, à se dire, bon, les Américains, ils ont le choix entre Trump et Biden. Est-ce qu'aujourd'hui, même si la candidature de Kamala Harris n'est pas parfaite, est-ce que ce n'est pas mieux en se disant, en fait, c'est tout sauf Biden pour battre Trump?
Oui, même s'il demeure. Alors, il faut bien faire la différence entre ce que peuvent éprouver les cadres du Parti démocrate qui, eux, en quelque sorte, subissent les règles et les influences du parti. Vous savez, euh, Washington est le jeu de toutes les et le théâtre de toutes les intrigues politiques. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde concrètement. Les intrigues du Congrès, les passes d'armes entre la Maison Blanche et le Congrès, les barons du parti, l'influence de Nancy Pelosi, tout cela est extrêmement difficile à décoder et quiconque vous dira l'inverse. Bon, méfiez-vous. En revanche, ce qui est absolument certain, c'est que la candidature de Kamala Harris peut être crédibilisée. Ça, c'est une certitude. Euh, il y a un exercice de communication à réaliser. Elle n'est pas à l'abri de commettre des maladresses comme elle en a commis par le passé. Elle démarre extrêmement tard. Et en réalité, la seule raison pour laquelle elle parviendra probablement, il faut rester prudent, à s'imposer comme candidate, c'est le fait que les levées de fonds ont d'ores et déjà eu lieu. Vous savez, une campagne présidentielle américaine se gagne à coût de millions de dollars. C'est la règle, c'est comme ça, c'est très différent de ce qu'on peut observer en Europe, par exemple. Mais ces levées de fonds ont d'ores et déjà eu lieu sur la fiche Biden-Harris. Elle est donc la seule candidate démocrate à pouvoir disposer de ces fonds. Le retard accumulé par d'hypothétiques autres candidats serait excessivement difficile à combler, puisque nous ne sommes plus qu'à 14 semaines du scrutin, il faut le rappeler. Donc c'est plié en fait. Donc déjà pour ça, uniquement pour cette histoire que l'argent est le nerf de la guerre, et dans ce cas c'est une guerre électorale, c'est plié. Kamala Harris va être la Alors, candidate et c'est une question de forme. les voix du Parti démocrate, comme celles du Parti républicain d'ailleurs, sont relativement impénétrables. Il n'est pas tout à fait exclu que tout ce scénario ait finalement été anticipé. Et là, on pense à Barack Obama, notamment, qui encore une fois a une influence absolument considérable, non seulement sur le Parti démocrate, mais sur l'opinion démocrate, sur l'électorat démocrate. Il n'est pas exclu que Barack Obama ait pensé à quelqu'un d'autre, Barack Obama et ses équipes, et que ces levées de fonds est commencé il y a déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Encore une fois, dites-vous bien une chose, c'est que nous n'avons pas découvert les difficultés de Joe Biden le jour de ce funeste débat sur CNN. Il y avait un questionnement. Les maladresses, les chutes, les lapsus avaient commencé bien avant, et je dirais même durant la campagne de 2020. Beaucoup disent ici que si la campagne de 2020 ne s'était pas déroulée dans un contexte absolument exceptionnel, vous vous en souvenez, celui du Covid, si cette campagne ne s'était pas déroulée dans ces conditions, Joe Biden avait finalement assez peu de chances de l'emporter, puisque déjà à l'époque, il était physiquement difficile pour lui d'envisager une campagne américaine classique, c'est-à-dire un véritable marathon absolument épuisant. L'annulation de son meeting à Las Vegas il y a quelques jours, pendant la convention républicaine, démontre finalement qu'il est très probablement à bout de force. À vous entendre, on croirait que c'est Barack Obama qui tire les ficelles en coulisses. Mais entre-temps, on a un Joe Biden qui va s'adresser à la nation cette semaine, qui est encore président pendant 6 mois. À quoi est-ce qu'il est encore audible? Oui, il est audible, effectivement, parce que il ne faut pas se tromper. Joe Biden conserve l'affection des électeurs démocrates américains qui voient en lui d'abord une personnalité démocrate à laquelle ils sont attachés. Il fait partie du paysage politique américain depuis des décennies, plus de 40 ans de carrière. C'est également l'homme qui a vaincu Donald Trump. Or, pour les électeurs démocrates, c'est absolument fondamental. Il a libéré l'Amérique de Donald Trump. Ce sera éternellement à son crédit. Et puis ensuite, c'est vrai que Joe Biden a un bilan qui est largement défendable. Personne ne remet en cause le bilan de Joe Biden. Ça n'est absolument pas l'argument avancé par les élus démocrates qui l'ont lâché en rase campagne après ce débat. Tous disent que son temps, finalement, est révolu. Il a fait son devoir. Il a libéré l'Amérique de Donald Trump. La seule chose qui lui soit reprochée, c'est de vouloir durer un peu au-delà de ses forces, finalement. Donc, on s'attend à une prise de parole, effectivement, de Joe Biden qui ira dans ce sens-là. Un Joe Biden qui dira « Je vous ai servi jusqu'au bout de mes forces. Mon bilan est tout à fait défendable. Je passe la main aujourd'hui à cette femme de confiance en qui je vois l'avenir de l'Amérique et qui, à elle seule, finalement, relancerait l'espoir. » C'est vrai, une femme afro-américaine à la Maison-Blanche,
permettrait à ce pays de se réconcilier un peu avec lui-même, hein, après les outrances que l'on a pu entendre pendant les 4 années de Donald Trump à la Maison-Blanche et les fractures profondes qui divisent ce pays. Encore une fois, on ne le répétera jamais assez. Des fractures qui divisent le pays et qui divisent le monde aussi, parce que je pense que les Bien yeux sûr. sont rivés sur l'élection américaine et surtout sur novembre. Je voudrais qu'on écoute un passage, le Premier ministre israélien qui est en route actuellement pour Washington et qui doit s'entretenir demain avec le président américain. I plan to see President Biden, whom I've known for over 40 years. This will be an opportunity to thank him for the things he did for Israel in the war and during his long and distinguished career in public service as senator, as vice president, and as president. It will also be an opportunity to discuss with him how to advance in the critical months ahead the goals that are important for both our countries. Achieving the release of all our hostages, defeating Hamas, confronting the terror axis of Iran and its proxies, and ensuring that all Israel citizens return safely to their homes in the north and in the south. Mathieu Mabin, Benjamin Netanyahou est actuellement en avion. Il va discuter avec Joe Biden, qui n'a pas été son meilleur allié ces derniers mois avec la guerre à Gaza, qui doit aller prononcer un discours devant le Congrès. Joe Biden, il lui reste 6 mois. Il y a une guerre en Ukraine, il y a une guerre à Gaza, il y a les conflits avec la Chine, il y a tout le monde qui change. On a en face aussi une Europe un peu divisée avec des extrêmes qui remontent. Qu'est-ce que peut faire Joe Biden pendant ces 6 mois pour aussi préparer un peu le terrain à Kamala Harris si elle gagne? Alors d'abord, je voudrais tempérer un tout petit peu ce que vous venez de dire sur la relation entre Benjamin Netanyahou et Joe Biden. Il est à peu près incontestable de dire que les deux hommes se sont accordés sur une forme de double jeu. Jamais le président des États-Unis, Joe Biden, jamais personne aux États-Unis, à l'exception peut-être de quelques parlementaires isolés à la Chambre des représentants, n'a envisagé que l'Amérique lâche l'État d'Israël dans sa guerre contre le Hamas. Jamais. Strictement jamais. C'est vrai que dans le discours diplomatique, on a entendu Anthony Blinken, on a entendu Joe Biden protester contre les dégâts considérables qui ont été commis par l'armée israélienne à l'intérieur de Gaza, et notamment les pertes dans la population, mais jamais aucun geste décisif n'a été assumé par l'administration américaine pour empêcher l'armée israélienne de progresser. Le soutien financier et militaire ne s'est jamais dédié jusqu'à voir des généraux américains insérés dans les états-majors israéliens. Donc, si Joe Biden a parfois montré dans sa communication, et je dirais quasiment exclusivement dans sa communication, quelques réprobations à l'égard de la politique de Benjamin Netanyahou à Gaza et au Moyen-Orient en général, c'est tout simplement pour préserver sa propre opinion publique. Joe Biden est un président en campagne. Vous savez, un président américain est perpétuellement en campagne, à peu de choses près. Si ce n'est pas pour la présidentielle, c'est pour les midterms. Or, on a observé ici un phénomène relativement inattendu, c'est cette fédération des minorités américaines autour de la cause palestinienne. Jusqu'à voir le mouvement Black Lives Matter s'unir au mouvement LGBT, eux-mêmes unis au mouvement de défense des droits des Palestiniens. Et jusqu'à voir, dans certains États américains, une chute tout à fait significative de la popularité de Joe Biden. On pense à la Géorgie, un État absolument essentiel pour la victoire, jusqu'à voir l'opinion démocrate américaine lâcher progressivement Joe Biden au point de le placer derrière dans les intentions de vote en Géorgie, par exemple, mais pas seulement. On pense au Michigan, où il y a une population musulmane et d'origine arabe très importante, la plus importante des États-Unis. Tout cela est une population à reconquérir. Et là encore, Kamala Harris, si elle est effectivement désignée comme la candidate démocrate, aura les coudées beaucoup plus franches pour reconquérir cette population absolument essentielle à la victoire, et notamment dans quelques États. Elle est vice-présidente de l'administration Biden qui n'a pas réussi à faire arrêter les combats à Gaza. Est-ce qu'elle peut s'en sortir? Oui, tout à fait. Alors, elle peut s'en sortir dans le sens où elle a été proprement écartée de la communication sur la guerre au Moyen-Orient, sur la guerre à Gaza. Vous ne l'avez pas vu énormément s'exprimer sur le sujet. Elle est donc relativement vierge de ses décisions
qui sont largement imputés à Joe Biden. Il ne serait pas étonnant, d'ailleurs, durant la campagne, qu'elle mette un bémol à la stratégie mise en œuvre par Joe Biden. Mais attention, il faudra qu'elle soit particulièrement prudente sur ce sujet, qu'elle maîtrise ses dossiers, ce pourquoi elle n'est pas particulièrement réputée. Encore une fois, Kamala Harris a commis plusieurs maladresses lors de ses voyages en Europe, notamment lorsqu'elle devait représenter Joe Biden, ce qui n'a pas du tout échappé à la presse américaine, un peu plus à l'opinion démocrate, encore une fois. Une élection américaine ne se joue que très rarement sur des grands sujets de politique étrangère, à l'exception, encore une fois, peut-être, de cette guerre à Gaza, qui a littéralement surpris tout le monde ici avec ses mobilisations sur les campus étudiants et toute cette actualité que vous avez vue se dérouler sous vos yeux de mon côté de l'Atlantique. Merci Mathieu Mabin. Bon courage pour ces 100 jours qu'il nous reste jusqu'au 4 novembre. Et donc le 19 août, la Convention nationale démocrate. Restez connectés sur www.icbeyrouth.com et sur tous les réseaux sociaux.